Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cet après-midi. Je suis David Demougeot, le vice-président de la Fédération de l'art urbain, et je dirige aussi l'association Justicie à Besançon qui organise le festival Bien Urbain. Et donc je suis ici avec vous cet après-midi pour modérer deux tables rondes autour des questions, dans un premier temps, de l'institutionnalisation et ou de l'instrumentalisation de l'art urbain, et dans un deuxième temps, plutôt autour de la question de la subversion dans ce contexte-ci. Donc l'idée, c'est que ça fasse suite à ce qui a été dit ce matin, où on a aussi un peu défini ce qu'était l'art urbain d'une certaine manière, même si c'est un grand débat et un sujet assez complexe. Donc l'idée, avant de laisser les intervenants de cet après-midi se présenter, c'était que je voulais peut-être revenir sur des définitions pour qu'on s'entende un peu sur de quoi on va parler là. Alors on ne sera pas forcément tous d'accord, mais au moins ça permet de donner un peu un cadrage pour pas qu'on ait des idées différentes. Là, si on parle d'art urbain cet après-midi, on va surtout parler d'art urbain dans le sens graffiti, street art et néomuralisme. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisageais le débat là, en sachant que dans les questions d'instrumentalisation ou d'institutionnalisation, ça croise plein d'autres disciplines, plein d'autres méthodes et façons de faire. Et puis ensuite, il y a la question de l'institutionnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire et de l'instrumentalisation. Alors c'est aussi dire que ce ne sont pas des gros mots, que institutionnaliser, voilà, ça veut dire que la pratique, c'est une pratique qui rentre dans un cadre institutionnel, que ce cadre a des bons et des mauvais côtés et qu'il s'agit d'en discuter. Et l'instrumentalisation aussi, qui peut paraître forcément très péjorative, c'est aussi de dire qu'à partir du moment où il y a un cadre, c'est que ce qui rentre dans ce cadre est utilisé comme un outil pour arriver à certains objectifs, donc, dont il va être question cet après-midi. Quels sont les objectifs des artistes, des commanditaires? Qu'est-ce qu'on veut arriver à faire en faisant de l'art urbain légal la plupart du temps? Donc je vais demander aux intervenants de se présenter rapidement. Et après, peut-être je donnerai quelques types d'institutionnalisation qu'on peut voir dans l'art urbain dans les dernières années. Et puis on parlera après d'exemples peut-être plus précis, propres à chacun des intervenants pour pouvoir discuter du sujet. Donc Mathias, je te laisse te présenter. Donc, je suis Mathias Oran, alias Bress, c'est mon nom d'artiste, cofondateur de la Biennale d'art urbain Teenage Kicks et maintenant coordinateur de l'association Teenage Kicks. Paul Deléan, je suis le président de l'association Azarus. C'est une association qui vient en soutien au service de ville Le Rue, qui s'occupe donc de la politique de ville sur le street art et le graffiti. Bonjour, je suis François Levallée, je travaille pour une association qui s'appelle les Tontons Tourneurs, qui est basée à Caen et qui co-organise un festival d'art urbain et de musique émergente qui s'appelle Palma. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Laurent Sanchez, le président de l'association qui s'appelle L'Art prend la rue, qui a créé un projet à Vannes qui s'appelle Dédale. Et donc, je suis le directeur artistique aussi. Bonjour. Moi, c'est Hélène Le Gargasson. Je travaille pour la direction de la culture à la ville de Saint-Nazaire. Je suis arrivée en poste l'année dernière sur une création de poste. Alors, dans mon poste, il y a deux champs. Il y a les arts visuels et l'art contemporain. Et puis, l'art public, avec la volonté de la ville d'enclencher une démarche autour des arts publics. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez, on a des représentants de 4 associations et une collectivité locale. Dans l'institutionnalisation, il y a cette question aussi de qui est dans ce processus d'institutionnalisation et comment et avec quels objectifs.
Donc moi, je vous propose de travailler un peu autour de 4 thématiques qui sont l'institutionnalisation privée. Alors j'ai quelques images qui sont assez caricaturales, vous m'en excuserez. Alors, désolé, j'ai 2 ordinateurs. Donc, dans la pratique du graffiti, très rapidement, dès les années 80, il y a eu des galeries qui se sont créées pour représenter le graffiti en galerie et dans le marché de l'art. Donc ça, on pourrait appeler ça l'institutionnalisation privée. Donc le marché s'empare d'une pratique pour la proposer, alors dans un cadre qui est très différent pour le coup, c'est-à-dire que le graffiti dans l'espace public ou sur train se retrouve sur un mur blanc et sur une toile. Donc là, c'est un exemple avec John Wan. Et donc, une autre institutionnalisation à laquelle on passe souvent, c'est l'institutionnalisation publique. Donc, on fait une commande publique, donc des artistes qui d'habitude travaillent illégalement dans l'espace public, un jour gagnent en reconnaissance, en légitimité. On les invite à réaliser des peintures qu'ils faisaient jusque-là illégalement, des peintures ou d'autres œuvres. Donc là, on voit l'artiste américain Momo avec le maire de Nancy, par exemple, où là, à la fin de la réalisation de la pièce, il y a un vernissage avec le maire qui fait un discours, l'artiste qui fait un discours, où on se retrouve dans une forme d'art public un peu plus connue, un peu plus habituelle. Et ensuite, il y a une institutionnalisation artistique, c'est-à-dire une reconnaissance artistique, qui est un peu le sujet de la journée, le chapeau de la journée, où là, c'est une institution culturelle qui va demander aux artistes de créer quelque chose. Donc l'institution, elle peut être privée ou publique, mais le but, c'est pas forcément de vendre ou de réaliser quelque chose dans la ville, c'est de mettre en valeur les artistes pour ce qu'ils sont, donc vraiment pour l'artistique. Donc là, c'est une exposition qui a été assez importante justement dans la reconnaissance artistique. C'est l'exposition Street Art à la Tate Modern à Londres en 2008. Donc où il y avait différents artistes qui ont fait des choses dans l'espace public et en intérieur, et notamment les façades de la Tate, avec, je crois, Nunca, JR, Fail, Os Gemeos, Blue et Sixé Paredes. Et l'autre versant que je vois, c'est j'allais dire l'instrumentalisation, ça trahit un peu ma pensée, mais politique, c'est-à-dire l'institutionnalisation politique, c'est-à-dire que l'art sert aussi le politique, et ça c'est une grande constante dans l'histoire de l'art aussi, on n'invente pas forcément les choses, mais où l'artiste va être là pour affirmer un propos politique. Et ce qui, en France, en tout cas, il y a un exemple majeur avec Obey dans le cadre du 13e arrondissement et avec notre président, où là, il y a une présence vraiment extrêmement politique. On ne peut pas faire beaucoup plus, je pense. Donc voilà, c'est selon moi un peu quatre types d'institutionnalisation. Sans doute qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres moyens de les voir, et puis on en discutera bien sûr après ça. Et donc je voulais... Il y a une question ? Non ? Pardon. Je voulais questionner un peu les intervenants sur ces sujets-là. Donc peut-être Paul, par rapport à ça. Donc sur le Lazaru, c'est une association qui gère entre autres les murs libres de Rennes pour le compte de la ville, si je ne me trompe pas. Et puis qui est dans un travail de développement du travail artistique des graffeurs, etc. Donc quelque part, ça donne aussi un cadre aux graffeurs, et donc peut-être expliquer quelles sont un peu les questions que pose ce cadre-là par rapport aux pratiques des artistes, aux pratiques habituelles du graffiti. Qu'est-ce que ça fait que de dire, il y a des murs où on vous autorise à peindre et d'autres non. Qu'est-ce que ça dit de la pratique et de comment elle évolue ? Et moi, les murs d'expression libre, c'est une des choses qui a fait que je suis venu sur Rennes et que je m'y suis investi.
En voyageant un peu, chacun pourra se rendre compte de la chance que ça peut être. Il y a des tas de pays où s'exprimer était très compliqué, et nous, à Rennes, on nous a offert à tout à chacun la possibilité de s'exprimer sur ces murs. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Après, ces murs sont autorisés, d'autres ne le sont pas et feront l'objet de répression. C'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Reste que ces murs-là offrent la possibilité de justement peindre en toute légalité, de rencontrer un peu son public, de rencontrer d'autres peintres. Et donc je trouve que c'est une chance exceptionnelle. Donc c'est ce qui a fait qu'on s'est investi là-dedans. L'association, elle permet aux débutants, aux visiteurs, aux gens confirmés d'avoir une mutualisation des moyens, de travailler en collectif ou de monter des projets, on va dire au chaud et au sec, puisque dans la street, c'est pas toujours évident. Mais ça n'exclut en rien le reste de la pratique et n'est en aucun cas une absolue réponse à quoi que ce soit. C'est vraiment une possibilité de développement. Tu parlais tout à l'heure en disant qu'on est dans la rue, on peint, et puis d'un seul coup, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « mais viens faire ça chez moi, je te donne des sous ». Bon, quand tu crèves la dalle, tu dis « ouais, carrément ». Et cette multiplication et ce développement, cette mutualisation, ces rencontres, à un moment donné, débouchent sur autre chose qu'il faut construire. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de voir comment se passe la suite. Une fois que c'est bon, tout le monde est au courant. Et donc, vis-à-vis de la ville de Rennes, quel est l'interlocuteur principal dans les services? Par exemple, moi, je sais qu'à Besançon, d'où je viens, les murs libres sont gérés par le service voirie-propreté. Ici, à la ville de Rennes, j'ai l'impression que c'est différent. Non, maintenant, c'est géré par la culture. Donc, c'est Fatima Sali qui s'occupe de ça, qui est notre interlocuteur privilégié pour ça. La gestion est assez simple, hein. Il suffit de vérifier que tout va bien, de rappeler le peu de règles qu'il peut y avoir sur ces murs, qui sont les mêmes que pour toute expression, c'est les règles de la liberté d'expression. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de censure. S'il y a dépassement de la liberté d'expression, là, il va y avoir des recouvrements, mais c'est discuté à chaque fois en intelligence et avec considération, ce qui est assez plaisant. On a eu l'exemple sur des palissades au métro qui dépassaient les limites de la liberté d'expression nationale. Et ça a quand même fait l'objet de réunions où ça a été considéré. Et la deuxième attaque qui a été faite sur la reprise de la fresque a donné lieu à une acceptation, puisque là, par contre, c'était dans les règles et qu'il n'y avait pas de raison de... Donc voilà, on n'est pas sur un contrôle... c'est pas Big Brother. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et comment ça se passe là quand il y a ce cas-là? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient mettre en place une sorte de cellule de crise service de ville. Alors non, c'est signalé j'imagine par des citoyens, des gens qui vont venir signaler ça, ou c'est vu peut-être par les gens qui sont responsables. Ça donne lieu à des réunions exceptionnelles, extraordinaires et en urgence, ce qui est quand même assez intéressant aussi. C'est les élus et les directeurs responsables de ça discutent le sujet et arrivent à une conclusion. Et donc pour la peinture en question qui titillait d'une part Tu peux nous expliquer un peu Alors, j'ai pas d'image là. Avoir les photos, c'est bien dommage. La première image est une image de la chapelle Sixtine avec 2 doigts, donc les fameux doigts qui se touchent, et c'est une histoire de drogue puisque une des mains tient un morceau de shit et c'est la chapelle Schistine. Donc là, on est en dehors de la liberté d'expression puisque c'est l'incitation à la drogue et ça fait la promotion de la drogue. Donc ça, c'est pas légal. Donc suite à ça, il a été demandé aux artistes de reprendre leur œuvre, ce qu'ils ont fait en remplaçant le shit par un préservatif pour faire la chapelle Fistine. Vous irez chercher sur Instagram les photos, vous verrez. Là, c'est des gens qui n'ont pas du tout aimé la connotation homosexuelle avec des pratiques un peu hardcore et qui donc sont montés au créneau. Mais là, étant donné que la fresque ne faisait pas état de quoi que ce soit, c'était pas de la luxure, il n'y avait pas les élus et les directeurs ont conclu que non, cette fois-ci, ça respectait la liberté d'expression, donc il n'y avait pas de raison de buffer la fresque ou de demander aux artistes de réintervenir. Voilà, ce genre d'exemple.
Donc le cadre, c'est la loi sur la liberté d'expression, et ça, c'est clairement explicité. C'est national, Ouais. donc finalement, la municipalité n'a pas sa responsabilité, c'est la loi nationale, quoi. Et par rapport à la ville de Rennes, notamment dans le sens où votre association est basée ici, il y a d'autres dispositifs en direction des artistes urbains. Je sais qu'il y a un début de commande d'œuvres et de l'aide aux associations. Est-ce que là-dessus aussi, vous êtes en relation avec la ville aussi sur ces dimensions-là, sur les appels à projets Alors, sur les appels à projets, on fait ce qu'on appelle l'expertise technique, c'est-à-dire qu'on est invité sur la création des appels à projets pour donner un regard de praticien. Le but étant de fournir un cadre de travail adapté, un appel à projet qui ne soit pas à côté de la plaque et qui permette aux artistes derrière de faire des propositions. Mais notre rôle pour les appels à projets s'arrête là, c'est une instruction municipale et nous, on n'est pas reliés à ça. Ok, merci. Alors, j'espère que j'ai les photos dans l'ordre. Ouais, je voulais passer à une question à Mathias au sujet de Teenage Kicks. On avait eu cette discussion il y a quelques années à l'époque des fêtes où il se trouve que parfois quand on produit de l'art urbain, on produit ça un peu dans l'urgence, dans des contraintes qui sont un peu nouvelles à la fois pour les acteurs et pour les collectivités, et qui font que parfois il peut y avoir des frictions qui arrivent. Et là, c'était le cas pour cette œuvre de Essif à Saint-Malo. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais si Mathias, peut-être tu peux nous la raconter. Ouais. Alors du coup, Teenage Kicks, ça a lieu à Rennes, à Nantes et à Saint-Malo. En 2017, il me semble, on invite Essif à réaliser une œuvre à Saint-Malo. Le projet était un petit peu compliqué déjà au départ, c'était sur le domaine portuaire et on avait eu un petit échauffement avec la direction du port qui nous avait donné un accord, puis ensuite était revenu dessus au dernier moment. Et au final, on a réussi à faire en sorte que cette fresque puisse avoir lieu. Et s'il fait invité, il arrive, il fait sa peinture sur place. Comme il travaille en général comme ça, il va chercher des infos un petit peu, puis se renseigner sur le lieu, prendre des photos autour et ensuite peindre son œuvre. Donc il décide de faire un saumon parce que je ne le savais pas d'ailleurs, les saumons frayent encore en Bretagne et c'est un des rares endroits où ils peuvent encore remonter les cours d'eau. Et il décide, parce que bon, alors, c'est une fresque comme ça, quand on la voit, on fait wow, c'est joli, c'est un poisson, c'est super. Sauf que dans la démarche d'Essif, il a une démarche politique derrière, c'est-à-dire que pour lui, une peinture n'est pas là juste pour venir flatter l'œil du public. Mais elle est là aussi pour ouvrir un dialogue, quoi. Dans son choix, il a fait le choix de prendre en photo des graffitis qu'il a trouvés dans la ville. Donc là, on a un graffiti qui reproduit le Gus à droite. C'est des photos qu'il a pris. Le zone d'espoir, c'était un pochoir qui était déjà sur ce mur-là. Et puis là, il a mis d'autres inscriptions, Somo sauvage. Alors je ne me souviens plus exactement du slogan qu'il y avait en dessous, mais qui était pas mal vu. Et puis c'était saumon sauvage à consommer avant la fin du capitalisme. Ouais, voilà, ouais. Et il a fini sa fresque finalement en inscrivant un no à la destruction de Notre-Dame-des-Landes. Alors bon, évidemment. Oui, c'est ça, c'était des emprunts au graffiti, parce que c'est dans la démarche d'Essif un peu Voilà, ouais. Lui, il est autorisé en tant qu'artiste à peindre une grande surface, mais en fait, il a envie d'avoir un dialogue avec la rue et donc reproduire aussi certains des graffitis sur sa peinture. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû signer un contrat avec la direction des ports préalablement à l'œuvre, qui indiquait que si, comme ils n'allaient pas voir, en fait, ils n'avaient pas de droit de regard sur l'œuvre, ils pouvaient décider d'effacer l'œuvre si elle portait atteinte
d'une manière ou d'une autre, s'il y avait des slogans politiques ou ce genre de choses, quoi. Et SIF n'était pas forcément au courant d'ailleurs. Du coup, sur le coup, les gens n'ont pas forcément fait attention à ça. Nous, Teenage Kicks, ça se finit, le maire est content, il dit c'est super. Et puis je rentre le lundi et je reçois un coup de fil un coup de fil d'élu très agacé qui me dit vous effacez votre truc tout de suite, il y a eu des graffitis sur la peinture, on fait quoi, on va tout effacer, quoi. Donc bon, avec Essif on s'était dit bon, on est sûr qu'il va y avoir un problème avec ce truc. Notre-Dame-des-Landes, c'est un sujet assez clivant en Bretagne. J'ai dit bon, peut-être qu'il se peut qu'on ait des soucis avec ça, comment est-ce qu'on réagit. Donc on a recontacté SIF à nouveau. Et on lui a dit bon, les mecs ils disent ils effacent tout, ou ils effacent juste une partie, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc il nous a proposé d'effacer uniquement les graffitis qui étaient apposés dans son œuvre, et je lui ai dit écoute, on laisse juste une bande blanche, comme ça on voit que les choses sont effacées, et c'est-à-dire que les graffitis au même titre qu'ils sont effacés dans la rue vont être effacés sur ta fresque. Et on a mis un petit cartel à côté avec un texte des SIF qui explique l'histoire de cette censure et lui sa réaction par rapport à ça. C'est vrai que ça a soulevé des problématiques qu'on n'avait pas eues jusque-là, de relations avec le politique d'une manière générale, qui est toujours enclin à trouver ça génial qu'on vienne mettre de l'art dans l'espace public, à condition que ça ne dérange pas, quoi. Sauf que l'art, c'est pas quelque chose qui est là juste pour servir de décoration, mais c'est aussi quelque chose qui est là pour entretenir une relation entre une œuvre et un public, et aussi susciter des réactions. Alors après, chaque artiste, quand il peint, doit être conscient aussi des réactions qu'il peut susciter dans l'espace public, quoi. Donc voilà, c'est le genre de soucis auxquels on peut être confronté quand on désire faire de l'art dans l'espace public, hein. Et un des buts de Teenage Kicks, si je ne me trompe pas, c'est aussi d'apporter une reconnaissance artistique à un mouvement qui n'a pas toujours été considéré comme de l'art. Et l'idée, c'est d'avoir une sélection artistique exigeante, avec en tout cas une direction artistique qui veut montrer aux collectivités, aux partenaires et au public l'intérêt artistique de tout ça. Sauf que c'est dans une sorte de précarité où on doit négocier des lieux et on se retrouve confronté à ce genre de toute façon, situation. C'est une perpétuelle négociation. Dans la mesure où on a pris dès le départ, avec Patrice, on avait l'envie de faire intervenir des artistes, mais ce qu'on voulait, c'est leur donner carte blanche. Et c'est assez difficile parce que dans la mesure où on vient peindre sur des grandes surfaces, pour le muralisme en tout cas, on est confronté tout le temps à une espèce de volonté de droit de regard sur l'œuvre de l'artiste, que ce soit avec une copropriété, parce que parfois on arrive sur des murs privés, où il va être nécessaire d'avoir un dialogue avec les multiples propriétaires. Donc au départ, les gens vont dire oui, moi je veux ça, et donc il faut faire beaucoup de pédagogie pour leur expliquer que nous, on veut inviter cet artiste-là, on leur montre son travail, en leur disant bien que on va pas lui dire ce qu'il doit faire, quoi, hein. C'est pas une commande, il s'agit pas d'une commande, il s'agit d'une carte blanche, quoi. Donc c'est vrai que ça fait partie un petit peu de la bataille incessante pour chaque édition, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu disais, Paul, précédemment, c'est que quand il y a un problème sur un mur légal à Rennes, et j'imagine même sur les murs illégaux, en tout cas, la question, elle se réfère à la loi, et à qu'est-ce qu'on peut dire et ne pas dire. Alors que là, c'était plus un peu un rapport de force, quelque part, entre une personne qui était responsable politique, ou en tout cas qui avait une influence sur les murs disponibles, et puis vous qui étiez plutôt en demande de support à peindre et d'autorisation. Et du coup là, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu spécialement de commission pour dire est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'il y a un rapport avec la loi?
Oui, tout à fait. Et puis on n'a pas le souhait de faire de commissions préalables qui vont décider de ce qui est faisable ou pas. Donc on prend ce risque, s'il le faut, qu'une œuvre soit effacée. Parce qu'on préfère que l'œuvre existe, même si elle doit être détruite ensuite, plutôt qu'elle n'existe pas, quoi. Et là, la façon dont elle est censurée, ça raconte aussi quelque chose de son histoire. Complètement. Alors bon, quand on la voit comme ça, il faut avoir le sous-texte, quoi, hein, mais il y a plein d'œuvres qui ont leur histoire, justement. Merci. Peut-être est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça particulièrement? Après, il y aura des questions ensuite, hein, mais on verra après. Donc Hélène Le Gargasson, donc là vous représentez une collectivité, donc c'est un cadre un peu différent, et vous le programme, c'est un programme d'art dans la ville, donc on déborde du sujet qui est un peu restreint aujourd'hui sur l'art urbain. Et donc peut-être que vous pouvez nous présenter un peu ce programme et puis peut-être les rapports entre justement les projets d'art urbain, les projets plus d'art public, et puis quelles questions ça pose au niveau du rapport à l'institution et de votre rapport aux artistes aussi. Alors donc la démarche qui a été enclenchée donc en 2019 sur l'art dans l'espace public, c'est vraiment la volonté d'inviter des artistes à investir l'espace public. Et quand il a s'agit de démarrer, c'était une évidence de commencer par plutôt des démarches de fresques murales. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est une fresque de Lamano qui est posée sur un mur. Donc à droite, on a une école primaire. Et donc, quand la ville a démarré cette démarche, elle est allée chercher une galerie, la galerie Itinérance, qui est une galerie parisienne, pour avoir des artistes intéressants. Il y avait pas, donc moi, mon poste n'existait pas à l'époque, donc il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait faire le travail de repérage et de curation. Donc, a été enclenchée cette commande. Donc, de Lamano, il a fait 2 œuvres. Et puis ça s'est passé un peu de manière assez rapide, c'est-à-dire que les spots ont été identifiés, l'artiste est venu, a produit son œuvre et est reparti. Et puis après, il a commencé à avoir des réactions des habitants et des usagers de l'école, donc les écoliers, les parents, qui étaient un peu interpellés par cette fresque qui était arrivée comme ça pendant l'été, et à la rentrée, ils la découvrent. Et puis, ils se rendent compte qu'effectivement, le sujet est un peu grave, puisqu'il s'agit de populations en exode. Les couleurs, l'ambiance générale, effectivement, est assez pesante. Et donc, se retourne vers la mairie pour obtenir des explications sur pourquoi cette œuvre, pourquoi cet endroit-là, etc. Donc moi, je suis arrivée en poste à ce moment-là, et donc j'entame une démarche d'explication, de médiation à l'endroit des enfants et puis des parents d'élèves pour expliquer la démarche. Et puis on fait le bilan de cette opération, et donc on se dit que réaliser une œuvre dans l'espace public, ça ne peut pas se faire sans prendre en considération le contexte. Et que même si effectivement on donne carte blanche à un artiste, il faut à un moment, si on lui laisse une carte blanche, accompagner le regard et puis surtout expliquer, parce qu'une fois que les choses sont expliquées, la compréhension est là, et après on dépasse le débat j'aime pas, on sait de quoi il s'agit. Donc voilà, donc on a décidé là de procéder différemment et de procéder plutôt avec une commande, un cahier des charges dans lequel on va décrire déjà le contexte. Où est-ce que le mur s'inscrit, quels sont globalement les enjeux à cet endroit de la ville, et puis surtout inviter l'artiste à s'imprégner de la ville, à venir soit à plusieurs reprises, soit sur un temps plus long, pour procéder à des commandes. Ça a été dit ce matin par Codex et puis Aletheia sur l'idée qu'effectivement, quand on était dans la démarche d'une commande, on pouvait difficilement s'abstraire du contexte, et que c'était, puisqu'effectivement, un artiste qui intervient de son propre chef à un endroit, personne ne va demander des comptes, ou alors on va aller chercher l'artiste si on arrive à le retrouver. Mais là, quand c'est dans le cadre d'une commande publique, c'est légitime que les habitants se retournent vers l'institution pour lui demander
des comptes. Et là, si je lis les objectifs pour la ville de Saint-Nazaire, c'est donc contribuer à la fabrication de l'identité de la ville, développer l'attractivité du territoire, contribuer à l'aménagement et au développement urbain, et favoriser la participation des habitants pour une appropriation citoyenne renforcée. Donc c'est des enjeux qui sont assez forts pour une politique publique et qui sont des objectifs autour de l'art dans l'espace public. Donc là, peut-être que c'est intéressant, parce que par rapport à Paul et Mathias, où l'idée c'est des artistes pour les artistes, où on veut laisser carte blanche aux artistes, qui vont parfois le prendre de manière contextuelle, comme c'est le cas d'Essif, qui a pour le coup bien pris en compte le contexte, même si ça n'a pas plu à tout le monde. Là, les objectifs, ils sont ailleurs, et c'est les objectifs de politique publique, de politique culturelle, et on demande aux artistes de voir comment leur travail peut contribuer à aller vers ces objectifs. Et par rapport à ça, dans les discussions, vous disiez que la question de la commande peut être une contrainte positive, oui. Donc peut-être dire quelques mots par rapport à ça. Alors peut-être je vais réinscrire du coup. Donc la démarche d'art public aujourd'hui à Saint-Nazaire, elle est assez singulière parce qu'en fait elle est un des axes du label que la ville a obtenu cette année, un label de ville d'art et d'histoire. Et donc un des axes du label, c'est la création contemporaine. Je crois que c'est la seule ville en France pour laquelle c'est le cas, dans un label patrimonial, d'avoir un axe de création contemporaine. Donc c'est vrai que du coup, toute la démarche art public, elle est vraiment... il y a un engagement, un contrat d'être dans une articulation avec aussi les enjeux patrimoniaux de la ville et la valorisation. Après... C'était quoi la question ? Le rapport à la commande. Ah oui, le rapport à la commande. Alors, donc effectivement, on peut considérer que... parce qu'avant, j'étais à la ville de la Courneuve et on a fait un projet avec un artiste qui s'appelle Guatemao, qui a répondu à un appel d'offres. Et clairement, c'était un endroit où on avait des problèmes de mésusage, de dépôt d'ordures, de personnes qui venaient uriner, etc. Donc, dans le cahier des charges, on a demandé à l'artiste en lui disant, voilà, il y a un espace... sur lequel on aimerait une fresque. Et donc, les enjeux sont ceux-là, c'est-à-dire contribuer à ce qu'il n'y ait plus de mésusage, etc., de cet espace. Donc, on a eu plusieurs réponses. Et donc, la réponse qu'a apportée Guatemao, donc c'est un grand axe où il y a un axe routier, il y a le tramway. Donc, il a fait en miroir, il a fait un énorme tramway de 80 mètres de long, dans lequel il a installé des visages de tous les pays, avec des regards. Et effectivement, là, je pense qu'il est impossible de venir uriner devant tous ces visages dans le tramway. Donc voilà. Donc, lui, ça lui a permis de faire un projet qu'il avait depuis longtemps en tête, mais sur un mur comme ça, impossible de faire ça en une nuit. Donc, il a pu accomplir ce projet qu'il avait depuis longtemps. Et puis, effectivement, il a répondu à la commande. Donc, c'est vrai que moi, je comprends qu'on puisse dire que la commande instrumentalise l'artiste, mais elle peut être aussi un cadre dans lequel il a aussi un espace un nouvel espace de liberté, ou même les contraintes qui engendrent une créativité, parce que là on se dit avec ces contraintes-là, on sort un peu de sa zone de confort, on se renouvelle. Oui, encore une fois, moi je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, instrumentaliser, c'est pas un gros mot, mais ça dépend des objectifs et à quel point l'artiste se reconnaît dans les objectifs et à quel point les choses sont claires entre le commanditaire et l'artiste et les habitants, quoi. Oui. Et donc, ce qui est intéressant aussi à Saint-Nazaire par rapport à ça, c'est que sur l'aspect contextuel, il y a eu des questions par rapport à une expérience d'art urbain, mais donc vous avez aussi d'autres expériences. Là, j'ai notamment des images, alors toutes petites, mais autour d'un métier à tisser dans l'espace public, où là, on est sur quelque chose qui est au niveau de l'historique. Enfin, c'est pas des artistes du tout qui viennent du milieu de l'art urbain, mais qui prennent l'espace public comme cœur de la création. C'est ça. Donc là, on est plutôt à l'endroit de l'art contemporain. Donc il s'agit de deux artistes, Olive Martin et Patrick Bernier, et effectivement, toute leur démarche, elle s'inscrit avec ce fameux métier à tisser qu'ils installent dans l'espace public, et donc l'espace dans lequel ils interviennent leur inspire les motifs qu'ils vont faire sur le métier à tisser,
Et puis dans les bandes tissées va venir aussi l'interaction qu'ils auront avec les gens. Donc ils ont un code qui permet de coder quand il y a des gens qui discutent avec eux, quand ils sont seuls. Et donc la lecture de la bande permet, donne une lecture du paysage, donne aussi une lecture des interactions qu'ils ont eues. Et donc dans ce projet, donc c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de 1%. Et donc les bandes qui seront produites de ces différentes installations dans le quartier, donc là on est dans le quartier Brossolette à Saint-Nazaire, vont être retranscrites dans le paysage, donc c'est une école, c'est à 1% dans une école, et donc l'idée c'est après de travailler avec l'équipe paysagiste qui va faire l'école pour retranscrire ces bandes de tissu dans le paysage. Alors ils ne savent pas encore si ça va être d'une peinture dans le sol ou carrément des plantations, mais donc il y a effectivement cette inscription dans l'espace public ensuite de cette démarche de création. Et donc en tant que municipalité, vous procédez par appel à projet et en fonction des réponses, ça va être potentiellement de la peinture ou une installation ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que vous ciblez des artistes et le travail se fait à ce moment-là? Ou est-ce qu'il y a des disciplines qui sont un peu mises en avant à certains endroits? Alors sur la démarche art public, on est vraiment il n'y a pas de champ disciplinaire privilégié, on est vraiment dans l'idée de pouvoir être sur tous les champs artistiques. Ensuite, sur les modalités, effectivement, là, la commande, c'était de produire une œuvre qui puisse contribuer à la porosité de l'école et de l'espace public. Et d'être dans une démarche un peu collaborative, partageable avec les habitants. Donc effectivement, là, ce que nous ont présenté ces deux artistes correspondait complètement au cahier des charges et aux enjeux qu'on voulait inscrire dans l'œuvre. Et le rapport, parce que donc, ce qui est intéressant dans le cas précédent, c'est que à la fois c'est de l'art urbain, donc si on en croit un peu ce qui s'est dit ce matin, c'est qui a du mal à être institutionnalisé, ou en tout cas qui cherche un peu ses marques par rapport à ça, mais des artistes qui sont représentés par une galerie, donc une sorte d'institutionnalisation privée, et qui se confrontent à des besoins publics, là, de qu'est-ce qu'on veut faire pour la ville à cet endroit-là. Et donc il y a eu ce problème de contextualisation. À quel endroit est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est dans la façon dont le projet est préparé? Est-ce que c'est dans le travail de l'artiste directement, ou est-ce que c'est plus dans un contexte professionnel que ça n'aboutit pas? L'artiste, il a fait ce qu'on lui a demandé. Je pense que la problématique, elle est plus à l'articulation, effectivement, à partir du moment où une collectivité publique souhaite procéder à la réalisation d'une œuvre, qui elle va chercher. Et effectivement, la galerie Itinérance, eux, ils ont un catalogue d'artistes, et ensuite c'est carte blanche à l'artiste sur un spot, un lieu, un site, et donc il travaille. Enfin, si l'artiste travaille sur la contextualisation, évidemment, si c'est dans sa démarche artistique, ça y sera et ça pourra être peut-être plus intégré. Si l'artiste, en revanche, il prend ce mur comme il aurait pris un mur n'importe où dans le monde, effectivement, l'institution publique, elle n'a pas fait son travail de médiation et d'articulation avec l'environnement urbain. Et c'est d'autant plus intéressant que dans les disciplines, on va dire, si encore une fois on caricature un peu de l'art urbain, qui sont le graffiti, le street art au sens de petites interventions un peu multi-supports dans la ville, et le muralisme, quand on prend ça, on a l'impression que ce qui s'est institutionnalisé en termes de professionnel, c'est quand même vraiment le muralisme, parce que le graffiti, il n'y a pas vraiment de graffeurs qui sont appelés pour faire du graffiti, ou alors c'est en intérieur ou sur toile, etc. Le street art, c'est encore assez rare, même si ça se développe quand même, et voilà, il y a quand même des choses, mais le muralisme, beaucoup. Et en même temps, là, pour une collectivité, ça ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a ce côté qu'on peut reprocher au muralisme, peut-être d'être un peu trop mondialisé et de prendre un mur comme un support, quel qu'il soit, à droite ou à gauche.
Oui, dans ce cadre-là, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Après, sur le street art, nous, il y a des espaces qui existent dans la ville où il y a vraiment des pratiques libres. Donc, c'est des espaces qui sont dédiés. Donc là, on a fait tout un réaménagement de cet espace. Donc, c'est un axe routier assez important qui longe notamment la base sous-marine et puis les sites industriels. Et donc, dans la refonte complète de cet endroit, on a installé des palissades qui auront vocation à accueillir à nouveau des pratiques libres. Donc il y a quand même cette prise en compte, parce qu'effectivement, cette pratique du street art, elle existe. Et il ne s'agit pas de priver les street artistes d'espaces d'expression. Donc là, c'est intéressant, parce que dans l'aménagement urbain, ça a été quand même tout de suite pris en considération de se dire qu'il faut remettre des murs à cet endroit-là pour l'expression libre. Oui, par rapport au graffiti, il y a eu des tentatives dans les années 2000. Ça s'est fait pas mal à Rennes sur des commandes publiques qui concernaient essentiellement le graffiti, je veux dire, plus traditionnel. Ce qui, quand je regarde ça un peu à rebours, était peut-être une erreur de notre part parfois de répondre à des commandes qui dénaturaient un petit peu le graffiti tel qu'on le pratiquait, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à faire des palissades pour tel ou tel aménageur en mettant des lettrages dessus et en essayant de répondre un petit peu à une commande très commerciale, quoi. Et enfin moi, avec du recul, je pense que c'est des choses que je regrette un peu, parce que artistiquement, ça apportait pas grand-chose, quoi. Mais il continue à y avoir des commandes de ce type-là, hein, mais souvent, en fait, les commandes répondent à une problématique qui est souvent, comment dire, pour éviter les tags, on va faire des graphes, quoi. Là, pour le coup, c'est très instrumentalisé, c'est-à-dire on sait que voilà, une des manières d'éviter les tags ou les personnes qui urinent à cet endroit-là, ça va être d'amener de l'art. Et pourquoi pas, hein, en tout cas, ça fait partie de cadre. Je pense à ça parce que j'ai vu récemment à la ville de Chaumont qui a invité El Tono, donc un artiste qui est intervenu aussi dans le cadre de Teenage Kicks, à réaliser ce qu'il fait depuis plus de 20 ans de manière illégale, c'est-à-dire à faire des peintures furtives, donc qui sont, en gros, basiquement, ce sont des tags, sauf que c'est pas de la calligraphie, c'est des bandes de couleurs qui forment des sortes de labyrinthes, on va dire, et il fait ça depuis des années comme un tagger, on va dire, dans toutes les villes où il va, il en fait une illégalement, etc. Sauf que ça crée des réseaux dans la ville qui sont identifiables par le public parce que c'est pas le message crypté du tag. Et en fait, la ville de Chaumont lui a demandé, sans qu'il le propose, de réaliser ça à Chaumont, une série de tags alors abstraits. Et du coup, on peut discuter de est-ce que c'est vraiment du tag ou pas, mais en lui laissant carte blanche. Donc là, c'est un peu différent de la ville de Saint-Nazaire, c'est-à-dire que là, c'est une ville qui part de la pratique de l'artiste pour l'inviter à faire ça. Et ce qui est, à mon sens, assez inédit, enfin, j'avais jamais vraiment vu ce type de projet, avec toute la problématique de se dire, ça veut dire qu'il en a fait, je crois, entre peut-être 40 ou 50. Et donc, ça veut dire demander les autorisations, trouver les autorisations, faire confiance à l'artiste pour qu'il le fasse dans des lieux où ça ne posera pas forcément de problème, etc. Donc c'est une autre manière que je trouve aussi intéressante qui fait que même sur ce type de pratiques qui nous paraissent complètement illégales, parce que demander 50 autorisations, en général c'est impossible. En fait, une mairie peut le faire. Une association ne peut pas vraiment le faire, c'est très compliqué. Mais une mairie peut dire à tous ces services, OK, les panneaux de signalisation, le dos des panneaux, on les laisse à l'artiste, les bornes EDF, je n'ai pas les détails, mais... Ouais, alors du coup, ça pose des problèmes quand même un peu de schizophrénie entre les services de nettoyage et les services culturels, je suppose. C'est ça. Oui. Attends, prends le micro. Ouais, tu le tiens, pardon. Oui, donc pour l'avoir fait pour la carte là, que je montrais ce matin, et puis à Grigny, au bout d'un moment, où ils m'ont pareil autorisé à peindre. Au début, je suis venue en vandale,
Et après, ils m'ont dit, vas-y, peins. Et en fait, c'est principalement la préfecture qui est prévenue, si tu veux, en fait. Par rapport à la police, tu veux dire? Ok. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper agréable. En tout cas, je voulais du coup le dire, en tant qu'artiste, quand à un moment donné, on te lâche dans la ville, quoi. C'est un moment de grand bonheur pour les artistes. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Et c'est très intéressant parce que ça montre que pour le coup, ça reste de la peinture sur des supports de la ville. Et donc, concrètement, on est au même niveau que le tag, mais qui va être criminalisé d'un côté. Là où, parfois, quand on y trouve des liens avec des objectifs de politique publique, on se dit, bah oui, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment une notion de regard de l'institution vis-à-vis de la pratique, quoi. Là, c'est quelques images du festival Palma à Caen. Donc, Sonic pour la peinture et Stenelex ici. Et François, je voulais peut-être t'entendre sur au niveau de l'institutionnalisation, les relations avec notamment les pouvoirs publics à Caen, parce que pour connaître un petit peu votre projet, je sais que c'est un projet qui n'est pas facile qui a pas beaucoup de soutien public, peut-être c'est intéressant de montrer à quoi vous vous confrontez quand vous présentez le projet, qui est un projet, comme tu disais, à la fois d'art dans l'espace public, art urbain, mais aussi musical, assez transdisciplinaire. Et donc voilà, peut-être, vu qu'il y a plusieurs communes aussi, il y a des rapports différents avec les différentes communes, donc si tu peux témoigner par rapport à ça. Oui, donc nous on est à Caen et à Mondeville, donc qui est une commune limitrophe qui fait partie de l'agglomération de Caen. Donc oui, il y a effectivement ce double choix d'être sur deux communes. C'est un choix aussi un peu stratégique parce que effectivement la commune centre qui est Caen est pas une commune sur laquelle il y a un projet culturel. Oui, ça, personne n'est dans la salle, donc ça ira. Et pas un projet culturel très affirmé en dehors de grandes maisons assez classiques de lieux labellisés culturels qu'on peut retrouver dans toutes les villes de cet ordre-là, un centre chorégraphique, un CDN, une médiathèque communautaire, un musée des beaux-arts, un FRAC, enfin voilà, ce genre de choses. Mais sur des pratiques un peu alternatives, il n'y a pas un projet très affirmé. On a souvent pour habitude de dire que c'est une belle endormie, il ne s'y passe pas grand-chose, c'est une ville bourgeoise de 100 000 habitants de province, donc ça reste assez tranquille. Donc nous, avec notre petit projet qui, à la base, est né finalement d'une rencontre entre des gens activistes, pas artistes, plutôt des gens qui gravitent dans des structures culturelles cannaises, dans la musique, dans la peinture, dans l'art en règle générale, l'art visuel, des illustrateurs, enfin des choses comme ça. Une envie justement de réveiller un peu cet endroit et de proposer... moi je viens plutôt de la musique actuelle et donc on n'avait pas forcément envie de reproposer un énième projet de festival de musique, quand bien même on avait envie de faire de la musique dans des lieux et des jauges petites, des lieux pas forcément adaptés à faire des concerts. On n'avait pas envie de faire que de la musique et on avait vraiment envie de proposer une expérience un peu différente, toutes ces notions d'appropriation de l'espace public, des usages aussi, nous intéressaient. On a pour partie dans certains... des backgrounds de géographes ou de sociologues, enfin bref, ratés sûrement, mais en tout cas, il y avait un espèce de fantôme comme ça qui est resté dans nos têtes et on avait envie d'explorer ça. Donc avec un petit groupe de gens, on s'est un peu lancé et on a été voir effectivement les premières collectivités qui étaient sous notre nez, donc la collectivité de centre de la ville de Caen et puis la ville de Mondeville, puisque en fait nos bureaux sont dans une ville de Mondeville, qui est donc une commune de 10 000 habitants collée à Caen. Et donc effectivement, on a eu plutôt un bon accueil, mais avec un soutien très très faible. Et en fait, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment compris ce qu'on voulait faire. Et ils n'avaient pas non plus pris de dimension. Il y a une scène street art à Caen qui est assez vigoureuse. Il y a quand même pas mal de gens qui font pas mal de trucs, voilà, sans être non plus des noms reconnus nationalement, mais en tout cas, il y a des gens qui travaillent, qui font pas mal de choses.
plutôt en amateur. Il y a quelques personnes un peu plus au-dessus, mais bon, ça reste assez calme. Et donc nous, on a commencé à proposer des choses avec un soutien très léger de la collectivité. Et finalement, on s'est assez vite rendu compte que ça fonctionnait, qu'il y avait une réelle attente. Enfin, en tout cas, le public nous a suivis assez rapidement, que la collectivité y a trouvé son compte assez rapidement. En tout cas, s'est dit que c'était quand même un formidable outil pour résoudre un certain nombre de questions de politique publique dont elle ne savait pas trop quoi faire, sur des questions super diverses, de sécurité, de voirie, de culture, d'usage de certains espaces qu'elle ne savait pas très bien maîtriser, à peu de frais, puisque finalement elle s'est rendue compte qu'on était assez efficace en faisant des choses incroyables avec pas de sous. Et donc c'est là que ça a commencé à se compliquer un peu, puisqu'on a commencé à leur dire que effectivement on ne pouvait pas fonctionner que comme ça. Et là, il a fallu qu'on aille essayer de défendre un certain nombre de situations qui maintenant, on arrive à la 5e édition, se compliquent finalement de plus en plus. Et c'est un peu ça le paradoxe, c'est que quand on a commencé, on était assez peu soutenu, on ne l'est pas non plus énormément, mais maintenant, finalement, que les gens nous connaissent et savent, et notamment dans les services, la manière dont on fonctionne, et finalement, c'est de plus en plus compliqué. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on pourrait s'attendre à l'inverse. Mais non, c'est plutôt plus dur, alors qu'il y a une acceptation assez grande du public, des techniciens, des politiques. Voilà. Mais je pense que ça doit faire réfléchir à des enjeux auxquels ils n'avaient pas pensé au début. Et finalement, je pense que les 2 ou 3 premières années, on était dans un espèce de trou de conscience. Alors que maintenant, ils commencent à se rendre compte de ce que ça peut vouloir dire de faire de l'art, avec un grand A, en tout cas avec les guillemets, dans l'espace public. Et donc, ils sont un peu plus... C'est un peu plus compliqué de faire des choses. Voilà. Et puis, on a aussi beaucoup... On a aussi un problème, c'est que la métropole, enfin qui n'en est pas une, mais qui est une communauté d'agglos, est assez peu référente et assez peu en prise sur les questions culturelles chez nous. Donc ça nous bloque aussi pas mal. Parce que la ville de Caen est finalement assez petite, dans une agglo de 250 000 habitants, donc le territoire est assez coincé avec... voilà. Donc ça c'est aussi... Et ça, ça nous intéresse de savoir comment ça peut se passer, parce que on pense que c'est un étage, en tout cas nous, à l'échelle de la géographie urbaine d'une ville comme Caen, nous on pense que c'est pas forcément la ville-centre qu'il faut interroger, mais plutôt le niveau du dessus, l'agglomération, parce qu'on pense que rien que dans les usages, dans les flux, dans les habitants, enfin voilà, les gens concernés ne sont pas forcément les gens de la ville-centre, mais sont pour nous l'ensemble des gens de l'agglo, et c'est cet agglo qu'on a du mal, nous, à concerner et à aller interroger. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'à Mondeville, il y a un intérêt pour ce que vous faites, à la fois pour le festival et puis d'autres activités autour de la culture. Là, pour le coup, il y a un vrai soutien, si je comprends bien, par rapport à la taille de la commune, etc. Et pourquoi est-ce qu'à Caen, d'après toi, il n'y a pas ce soutien-là? Est-ce que c'est justement, vu qu'on parle d'institutions là en ce moment, est-ce que c'est parce que, en gros, c'est déjà coché, c'est-à-dire il y a le CCN, il y a la SMAC, il y a déjà toutes les institutions culturelles, donc on n'a peut-être pas besoin d'avoir quelque chose en plus, ou est-ce que c'est plus une forme d'approche sur qu'est-ce que c'est que l'art dans l'espace public et dans le quotidien? Je pense qu'il y a les deux. Il y a un peu effectivement ce côté, on a coché toutes les cases d'une ville de notre niveau, donc en fait on ne voit pas forcément ce que ça peut apporter d'autres. Et puis il y a une vraie méconnaissance de ce que peut être un projet. Enfin, clairement, il n'y a pas de projet culturel très affirmé, donc il n'y a pas non plus une volonté de se dire on va passer à une autre étape, on arrive en 2020, donc on va peut-être faire pousser d'autres choses vers telle et telle discipline artistique. Donc je pense que c'est avant tout une espèce de méconnaissance et un mésintérêt de la chose. On a essayé, parce qu'on a bien vu quand même qu'il y avait la fibre de l'attractivité, par exemple, c'est un truc qui les fait un peu
vibrer, finalement, beaucoup plus que ce qu'on leur raconte tous les jours. On s'en est rendu compte quand le tramway a été entièrement refait à Caen et le choix de la communication pour l'ouverture du tramway, c'est le nouveau tramway qui passe devant une grande fresque d'Érosie. Sans forcément effectivement nous demander notre avis ni à Érosie, ni à Palma, ni à personne. Et donc on leur a quand même signifié que c'était assez rigolo que pour une campagne de marketing et de communication aussi importante que l'arrivée d'un tramway dans une ville comme Caen, ils choisissent cette photo d'un tramway devant cette fresque, alors que cette fresque n'avait pas bénéficié d'un soutien extraordinaire et ni d'un intérêt de la part des politiques et des techniciens de l'agglomération. Donc on a essayé, on a essayé de creuser plein de trucs comme ça, sur l'attractivité, sur le volet développement économique forcément, le volet touristique aussi, parce que Caen est une petite ville, mais finalement dans un endroit très touristique, hein, les plages du débarquement sont pas loin, Guillaume le Conquérant, Mémorial, tout ça, enfin il y a pas mal de choses. Donc on a énormément aussi, nous, de touristes, notamment étrangers, on a beaucoup de touristes anglo-saxons et américains, chose qui n'est pas forcément partagée par toutes les régions en France, et qui sont aussi un peu, et on le voit de plus en plus, sensibles à ce genre d'art, un peu plus que d'autres. Et on a par exemple l'Office de tourisme qui mène des visites street art, sans forcément nous avoir englobés dès le départ. Donc c'est aussi des problèmes de communication, quoi. Voilà, puis avec une conception, là on en revient toujours à la définition. En fait, finalement, quand on leur a posé la question et quand on interroge la collectivité, on nous répond, ben oui, non, mais vous faites pas de street art. Donc alors, il y a toutes ces questions de définition aussi qui sont assez rigolotes, qui sont des fois, parfois, un peu barrières, avec cette particularité que nous, dans l'organisation de Palma, on est toute une partie de gens qui ne venons pas non plus de cette culture pure et dure. On n'est pas... Il y a quelques artistes, mais qui viennent plutôt soit de l'illustration, soit de la musique, mais finalement, il n'y a pas... comme ça peut être le cas sur Teenage Kicks, avec des artistes qui sont là depuis très longtemps en plus. Donc voilà, il y a cette dimension qui est un peu particulière. Et donc là, on comprend bien qu'avec ce que tu dis, qu'il y a une emprise vachement sur le territoire. Enfin, vous envisagez le projet comme un projet très ancré dans l'espace public à différents niveaux. Tu parlais de la communauté urbaine. Et d'où la nécessité aussi d'avoir des soutiens publics, parce que c'est dans l'espace public. Et du coup, peut-être, Laurent, ce qui est intéressant à Vannes avec le projet Dédale, c'est que, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que c'est pas un espace public au départ, mais ça le devient un peu par le succès du projet. Et toi, par rapport à la collectivité, avec votre association, vous avez un fonctionnement qui est très différent, c'est-à-dire que vous avez décidé de ne pas demander de financement public. En effet, depuis le début de la création de l'Art prend la rue, de notre point de vue, c'est qu'on ne peut pas poser la question du droit de création dans l'espace public en le faisant avec l'argent des impôts. Bon, ça c'est le point de vue, c'est ce qui nous a réunis tous dans cet asso. Et donc, on est très très attaché à la liberté qu'on donne aux artistes quand ils interviennent. Et de facto, c'est vrai que l'Art prend la rue s'est construit autour de cette idée politique assez forte. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est... Mais pardon, peut-être tu peux développer ça, c'est-à-dire vous considérez que s'il y a de l'argent public, la liberté d'expression ne peut pas être respectée en face C'est-à-dire que la question de l'occupation, moi quand je dis l'occupation de l'espace public, c'est également de manière illégale. Hein. C'est pas que de manière légale, parce qu'on a quand même une très grosse affinité avec le graffiti, et pas uniquement avec le néomuralisme, avec le street art, mais avec le graffiti. Donc, chercher à occuper l'espace public et à donner aux artistes la possibilité de créer dans l'espace public, c'est forcément mettre en tension ceux qui gouvernent l'espace public, mais on ne peut pas le faire contre eux. Je dirais, on est quand même une association, donc on essaie de le faire en bonne intelligence. Et cette mise en tension, je trouve, est bien meilleure si on ne dépend pas de leur argent pour le faire. Et de l'argent, enfin, ce que j'appelle l'argent des impôts, je trouve ça difficile d'aller solliciter ceux qui gouvernent l'espace public en leur disant on veut une certaine forme de liberté de création dans la rue, mais pour pouvoir le faire, il faudrait que vous nous donniez de l'argent. Voilà. Donc ça a été notre point de vue de départ. Et donc on a fait comme ça pas mal d'opérations.
jusqu'au projet Dédale qui là a pris une ampleur, enfin c'est un projet qui a pris une ampleur colossale dans notre activité bénévole. Et c'est vrai on voit quelques images là. Si. Ouais, alors c'est ça. Ouais, on occupe un ancien bâtiment administratif qui était une ancienne DDE qui a été racheté par la ville. Et on a monté ce projet en effet sans argent public, c'est pas tout à fait vrai. On l'a fait sans subvention, mais comme notre association a fait la demande de ce qu'on appelle un rescrit fiscal, c'est-à-dire qu'elle est reconnue d'intérêt général, on offre à nos mécènes 60% de crédit d'impôt. Donc forcément, il y a quand même de l'argent public, mais en tout cas, il est donné par le système du mécénat, mais on fonctionne sans subvention, donc 100% en mécénat. Et ça, c'est important pour nous, d'abord pour la dimension de la liberté artistique. Et c'est vrai que dans Dédale, avec l'équipe de la commission artistique, on a cette liberté de jamais se poser la question de savoir jusqu'où nous allons dans la contrainte imposée à l'artiste, c'est-à-dire qu'on choisit l'artiste, il a une liberté totale. Et la deuxième, c'est que de fonctionner sans subvention, c'est que ça nous donne aussi la liberté sur le projet, aussi bien dans l'arrêt, parce que c'est un projet qui va s'arrêter, que dans la continuité, puisqu'on avait déjà décidé de renouveler d'un an la convention d'occupation du lieu. Donc voilà. Mais c'est pas une fin en soi, hein, c'est juste notre angle pour monter ce projet. C'est pas, je dis pas qu'il faut que tous les projets soient menés comme ça. Je crois beaucoup à l'argent public dans les projets d'art urbain. Hein, voilà. Non, mais en plus, toutes les municipalités sont différentes. Oui. Et on fait pas, nous, je veux dire, Teenage Kick, quand on va à Saint-Malo, on n'a pas la même relation avec la ville qu'on peut l'avoir avec la ville de Rennes. Ouais. Et suivant les tailles des villes, suivant un tas d'autres des tas de considérations, la relation avec la municipalité est pas la même, mais suivant son histoire aussi d'ailleurs. Pardon ? Suivant son histoire aussi. Suivant son histoire, ouais. J'étais invité au Mans à réaliser une fresque avant l'été, et la ville du Mans s'est mis à l'art urbain récemment, parce qu'avant ils avaient un maire qui était absolument contre. Donc il refusait tous les projets qui pouvaient se proposer dans le cadre de l'art urbain. Et suite au changement de municipalité, ils ont fait ils ont créé un vote participatif. Et dans le cadre de ce vote participatif, une des premières demandes des citoyens a été: on veut de l'art dans la ville, quoi, on veut du street art. Et du coup, la municipalité s'est emparée de ça et a créé un événement qui s'appelle Plein Champ d'ailleurs. Donc dans toutes les villes, les choses se passent différemment, suivant l'histoire un petit peu de la scène locale. Vannes n'était pas réputé pour son appétence pour l'art urbain. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les premières opérations qu'on a faites, c'était des opérations qu'on a montées un peu en loose day, un peu en se démerdant, etc. Et je dirais qu'il y a eu... Ce qui a changé, du coup. Ce qui a changé énormément, ce qui a changé, mais c'est vrai qu'on a fait les premières opérations il y a quoi ? C'était en 2014. Ça a changé parce qu'il y a eu aussi quelque chose de relativement doux dans l'approche, et puis on ne revendiquait rien non plus. Donc il y a eu ce regard plutôt positif, et c'est vrai qu'aujourd'hui la ville de Vannes, son maire, l'équipe, est plutôt très favorable en fait au projet globalement. En tout cas, ça fonctionne très très bien avec eux. Ok. On a encore un quart d'heure, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle par rapport à ce qui s'est dit ? C'est le codex, c'est le vieil aigri qui vient doucher les espoirs. Non, mais moi j'adore les festivals, je trouve ça super. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une énorme multiplication des festivals. Quasiment toutes les municipalités donnent l'impression qu'elles veulent avoir leur festival de street art, et on peut se poser les questions de ce que ça apporte au niveau politique et municipal d'ailleurs, et quelle instrumentalisation ça pose. Moi j'en parle dans mon livre qui est toujours en vente à la boutique. Le festival concentre pas mal des écueils qui viennent modifier la perception qu'on peut avoir du graffiti et du street art. Donc effectivement on y voit très peu de graffiti. On n'y voit que des grands murs et des choses monumentales. Et donc le monumentalisme prend un espace total. Et il y a pas mal de street artistes qui font que des petites choses.
et qui commence d'ailleurs à développer une résistance à cette idée que si tu vas faire un festival, il faut forcément faire 3 mètres sur 8. Et certains festivals commencent aussi à bouger d'ailleurs là-dessus. Le festival qui est à Saint-Brieuc, par exemple, a invité Ender l'année dernière. Ender fait que des petits collages de pochoirs et il a pu en disséminer dans toute la ville. Et puis un des autres écueils, c'est forcément le principe de sélection. C'est-à-dire que là où on est sans autorisation pour le street art et le graffiti, d'un seul coup, on a 2 modes de sélection qui participent les deux à un appauvrissement de la diversité dans le street art, puisque soit ça va être l'appel d'offres, et auquel cas on va perdre toute une partie des artistes, et on va surtout voir des machines de guerre qui savent répondre aux appels d'offres et qui vont se retrouver un peu dans tous les festivals. Soit on va avoir l'idée de prendre un curateur, et alors là ils sont 10 sur la France, on peut presque les citer, Nicolas Jrolasser, Mehdi Benchek, Jérôme Katz, Olivier Land, etc. etc. Et donc eux, ils ont à juste titre leur écurie et c'est des gens de talent. Mais c'est vrai qu'au final, on finit par avoir cet appauvrissement qui est typique de notre époque, qu'on retrouve avec les enseignes dans les rues piétonnes de province ou avec les centres d'art contemporain du monde entier où on va toujours voir finalement du Murakami et du Kuntz. Et là, on va avoir du Pantonio, du Diffez, nous ce qu'on a par exemple sur le boulevard de Paris 13, c'est toute cette espèce de chose internationale. Et moi, ma question, du coup, c'est quelle place faites-vous dans vos festivals à la scène locale, notamment à Caen, par exemple, Saint-Nazaire, etc., je maîtrise moins bien, mais à Caen, il y a une scène locale qui est florissante pour une petite ville, où on peut citer Artistes Ouvriers et toute la World, son école de pochoiristes. On peut citer Épidémique, qui fait une espèce de développement, comme une espèce d'infection qui se développe dans la rue. On peut citer Auré, etc. etc. Et pour moi, le street art, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté un peu terroir, en fait. C'est qu'on est content d'aller au bord du canal Saint-Martin et de voir Dacruz. On est content d'aller à Belleville et de voir Philippe Erard. Et donc, du coup, est-ce que finalement, ces festivals, ils ne devraient pas, avant toute chose, plutôt que d'aller chercher de l'international, du bankable, etc., développer et montrer leur scène locale? Alors je peux répondre effectivement parce qu'on est cité. Alors c'est pas aussi simple à mon avis, mais on va essayer d'y répondre. Nous avec Palma, il y a une programmation. Donc il y a Thomas Munrel qui fait la programmation. Donc en gros, c'est totalement subjectif puisque c'est en gros lui qui va faire une programmation comme moi je peux faire une programmation de musique, de concert. Donc il y a forcément ce volet subjectif de une personne qui, avec son caractère, son expérience, ses goûts et ses couleurs, va inviter un certain nombre de gens parce qu'il aime le travail de ces gens, parce qu'il les a croisés, parce qu'il en a discuté, parce qu'il y a une cooptation, parce qu'il y a un réseau. Enfin voilà. Bon, après, on peut juger le choix qui est fait par cette personne qui programme et du coup validé par l'ensemble du festival. On peut le juger. Mais après, je pense qu'effectivement, c'est comme n'importe quel événement, on s'y retrouve en allant soit à Rennes à tel festival, soit à Niort au 4e mur, à Bien Urbain, enfin voilà, et on va normalement y aller parce qu'on sait qu'on va y retrouver la patte, enfin la couleur que le programmateur a voulu lui donner. Après, au-delà de ces considérations, nous, par exemple, à Palma, on a une appétence pour les murs, le muralisme, effectivement, mais pas que. On essaye, là, on peut reprendre, par exemple, le nom d'El Tono qui a été cité tout à l'heure. Nous, on a invité El Tono il y a 2 ou 3 ans. Il a fait tout autre chose qu'un grand mur. Il a été invité plutôt en résidence dans un lieu qui est dédié à l'architecture et à l'urbanisme, qui s'appelle le Pavillon, qui est sur le port de Caen. Et il a installé un atelier et il a produit des petites pièces plutôt de l'art plastique, en gros, en tout cas. Il a produit et il a exposé et il a fait absolument pas de peinture et pas encore moins de grandes choses. On voyait l'Outsider tout à l'heure, il est juste derrière moi. L'Outsider est venu à Palma et entre autres, il a exposé dans le cadre d'une résidence qu'on avait réussi à monter au musée des Beaux-Arts, une exposition de grand format, de toile, et on était assez loin d'un projet de muralisme. J'en ai d'autres. Il y a Jeroen aussi. Voilà, il y a Jeroen Jongelen, donc un Hollandais qui est venu courir et inscrire dans le paysage la trace de sa course, et notamment une course participative où on était une trentaine de joggers du samedi après-midi à imprimer un paysage éphémère sur une pelouse. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, je ne vais pas développer, mais il y a plein de choses. Et
Donc oui, je pense qu'il y a effectivement, de tous les noms que tu cites, dont curateur que moi personnellement je ne connais pas, puisque ce n'est pas que mon monde, mais je pense qu'effectivement tu peux le voir avec ce prisme. Moi j'aurais exactement le même prisme sur la musique si je te parle de Live Nation ou de curateurs de ce genre-là, EG ou quoi. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de faire. Et je pense que ici Palma ou Teenage Kicks montrent une autre vision que ce genre de curation. Et après sur la place du régional, enfin du local, je pense que c'est important en tout cas, et là je peux faire un parallèle avec la musique évident. C'est très important. Je pense qu'il faut faire une place effectivement aux artistes locaux qui sont autour de nous, surtout quand on devient nous-mêmes une certaine forme de curation, en tout cas pour notamment les institutions et les collectivités locales, qui ont souvent cet intérêt. Donc après, là, je peux pousser le parallèle un peu sur la musique, un peu plus loin. Il y a tout ce paradoxe de... quand on est un groupe de musique, on peut être aussi un groupe amateur. C'est pas parce qu'on fréquente les locaux de répète d'une SMAC qu'on est forcément obligé d'aller y jouer tous les samedis soirs sur la grande scène. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette notion qui est difficile c'est pas forcément une vérité, hein, mais il y a quand même cette petite notion qui est pas forcément toujours pris en compte, mais je suis pas sûr qu'il faille forcément, sous prétexte qu'il y a un artiste régional, local, le propulser dans une programmation sur un grand mur ou sur un type. Voilà. Donc nous, on a une attention particulière. Donc en gros, c'est qu'on se met une règle du jeu, c'est qu'on essaye d'inviter au minimum un artiste local dans la programmation qui compte à peu près entre 6 et 8 artistes urbains chaque année. Donc on en a un, parce qu'on peut difficilement faire plus, mais on essaye, et on essaye de lui proposer un projet qui n'est pas forcément une grande peinture, qui n'est pas forcément un grand mur, que ça peut être aussi, c'est pas forcément un street artiste, c'est pas quelqu'un qui vient forcément du graphe, ça peut être aussi des gens qui viennent plutôt de l'art contemporain, mais on leur donne plutôt la possibilité de s'exprimer dans l'espace public. Enfin voilà, ça prend plein de formes, et je pense qu'il y a moins de barrières que ce que tu peux... En graffiti, c'est un peu différent, hein. C'est-à-dire que si en graffiti, tu respectes pas la scène locale, hein, ton projet, il peut partir vraiment en cacahuète. Donc, je pense que c'est un peu différent que pour la partie musique. Et Dédale s'est construit sur la scène locale, clairement. C'est-à-dire que les premiers artistes à se connecter au projet, c'était les graffeurs locaux. Et on a énormément... Enfin, ça faisait partie de notre stratégie, c'est que les graffeurs locaux, bien accueillis, ont parlé, on fait venir des graffeurs qui venaient un petit peu plus loin. Et c'est vrai que Dédale s'est construit de manière un petit peu comme des cercles concentriques, le local, les copains un peu proches, voilà, dans Brest, dans d'autres, et puis le reste de la Bretagne. Et avant d'être sur le national, et avant de t'accueillir, par exemple, il y avait quand même un paquet de Bretons qui étaient venus à Dédale. Donc, en graffiti, je pense que respecter la scène locale est juste essentiel. C'est mon point de vue. Donc il faut absolument les intégrer au projet. Voilà. Et sinon, ils savent dire quand ils ne sont pas d'accord, quoi. Il y avait une autre question ? Oui, je voulais en profiter. Je voulais simplement peut-être rebondir sur ce que vous aviez dit sur les institutions. Ça m'a fait penser que... souvent, la couleur politique de l'institution dans laquelle vont intervenir les artistes, elle est déterminante. Si on prend en compte, par exemple, le terrain, moi que je connais bien, c'est l'Espagne, et donc il y a eu un certain nombre d'artistes qui ont été évoqués d'ailleurs tout à l'heure. El Tono, il y en a d'autres, Noas, Dos Rotas, qui sont des artistes, donc des street artistes ou des artistes publics indépendants qui sont intervenus et qui ont une vraie charge contestataire. Et bref, ils sont intervenus précisément à une époque où la mairie, la région et le pays étaient gouvernés par la droite. Et à Valence, c'est la même chose. Il y a une belle scène artistique publique avec Estif, notamment Yaouro, qui officie aussi pas mal là-bas. Et ça a aussi été géré pendant des années par la droite. Et donc,
Je voulais juste dire que l'institution et la couleur politique de l'institution a aussi une incidence sur la production, le nombre de producteurs, parce que c'est aussi une forme de contre-pouvoir très important. Voilà, c'était juste pour rebondir sur cette idée des institutions et sur comment elles peuvent déterminer aussi l'activité dans une ville, sur un territoire bien précis. Ouais, donc plus l'institution est contre, et plus ça va encourager les artistes à être en contre-pouvoir. Et donc, comme il a pu se passer peut-être lors des épisodes de Tolérance Zéro, où ça a amené les artistes à développer de nouvelles stratégies et de nouvelles façons de faire. Nous, il s'est passé un peu l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, les premières actions qu'on voulait mener, c'était à Lorient. On pensait même pas faire ça à Vannes. On s'est dit, à Vannes, ça va pas matcher, quoi. Vannes, une ville de droite, et Lorient, une ville de gauche. Et quand on a présenté nos premiers projets à Lorient, on s'est trouvé confronté au mur des décisions de la culture de Lorient, qui n'avaient pas du tout intégré ça dans leur politique. Et c'est en revenant sur Vannes qu'on a eu une ouverture, finalement, qui s'est trouvée assez simple. Donc, je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais vous voyez, naturellement, je serais moi plutôt allé à Lorient pour proposer des projets de cette nature, et il ne me serait pas venu de le faire dans ma ville d'adoption, là où je vis maintenant. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, je comprends ce que vous dites par rapport à la droite, où il y a une réaction peut-être à des politiques un petit peu plus dures, mais en tout cas, d'un point de vue organisation d'événements d'art urbain, je ne peux que témoigner de l'inverse. C'est très différent. Entre une association et un artiste qui fait les choses illégalement, on n'est pas sur le même... Oui, je parlais d'art public indépendant, en fait, des interventions. Là, pas de médiation aucune dans ce à quoi je faisais référence, en fait. On parle d'une intervention spontanée faite sur les moyens de l'artiste, donc c'est pas la même chose. Après, il y a aussi, il faudra l'évoquer, l'aspect cool. Ça a été dit aussi en filigrane. Je ne veux pas dire du tout que c'est le cas pour Vannes, évidemment, mais c'est arrivé aussi dans mon travail de terrain de voir que certaines municipalités se pliaient à l'exercice du street art parce que ça faisait chouette d'avoir des murs investis. Ça, c'est aussi une évidence. Donc, il y a des nuances à mettre partout, évidemment, et là aussi, on ne peut pas généraliser, mais c'est aussi une pratique. Non, mais complètement. Si on parle de l'institutionnalisation du street art actuellement, c'est devenu depuis... alors qu'il y a 25 ans, on était pourchassés et qu'on encourait des peines. Maintenant, il faut que toutes les villes aient leurs œuvres de street art parce que ça a un attrait touristique et indéniable maintenant, parce que, pour preuve, tous les street art tours qui existent dans toutes les villes, quoi. Ça fait partie du jeu, mais en fait, le street art, c'est quelque chose de très populaire. Et je pense qu'il y avait une attente des gens, de la population, d'avoir de l'art dans la ville et de rendre les villes un peu moins sages et un peu moins lisses, quoi. C'est dans l'air du temps, quoi. Mais que ça s'institutionnalise, ça devient une évidence. Après, ça n'empêche pas les pratiques libres d'exister. Et quand on parle de street art, on parle de pratiques libres. Et on ne parle pas des festivals, on parle pas des... C'est autre chose, on appelle ça du street art, mais c'est des commandes. Quand on fait du muralisme, on n'est pas dans une pratique libre, il faut une nacelle, ça demande une ingénierie derrière, ça demande des demandes d'autorisation, etc. Quelqu'un qui peint, commission d'un artiste qui s'appelle War, qui peint des murs très hauts et très grands, mais il les peint la nuit de manière illégale, mais c'est très rare le nombre d'artistes qui font ça en dehors du graffiti traditionnel, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, bonjour, Romain Roland, nouvel adjoint à la culture à Saint-Brieuc, a été évoqué tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est un témoignage, mais je trouvais intéressant de vous faire partager les interrogations finalement que je peux avoir. Alors Saint-Brieuc, en fait, je dirais, c'est une scène assez foisonnante en la matière, avec des petites formes et des grandes formes, du graphe et du collage, des propositions qui sont plutôt issues d'associations, de collectifs d'habitants, comités de quartier, ça donne à Saint-Brieuc Robien-les-Murs, ou d'une association qui est plutôt issue d'un collectif de graffeurs, ça donne Just Do Paint, mais on a aussi les interventions
j'allais dire, plus individuel d'artistes sur le sol, un espace mis à disposition, enfin, finalement assez foisonnant. Et je trouve intéressant dans le débat sur l'institutionnalisation de partager, ça vaut ce que ça vaut, hein, les questions qui me sont finalement posées dans ce début-là, qui sont à la fois celles de la façon dont la ville peut construire potentiellement la cohérence entre l'ensemble de ces interventions, pour éviter que, en gros, il y a un quartier qui est plutôt de telle école et tel autre qui est plutôt de telle autre école. Et donc, comment ça fonctionne ensemble, comment ça peut travailler dans la ville. Donc ça, c'est globalement l'une des premières questions. C'est un peu la cohérence de ce qui se fait. Comment ça s'inscrit aussi dans une histoire avec la ville, justement à Saint-Brieuc. Enfin, je pense en l'occurrence que ça s'inscrit réellement dans une histoire et une identité depuis longtemps. Et comment on dépasse la question justement du seul événement, du festival ou de la manifestation un peu ponctuelle. Et donc il y a la première question, celle de la cohérence d'ensemble, et la deuxième, c'est un petit peu, c'est quoi l'étape d'après? Et donc comment on construit plutôt dans le temps long, je vais dire comme ça, comment on dépasse l'événement pour rendre encore, aller un petit peu plus loin finalement, dans cet exercice-là de présence du street art dans toutes ses formes, sur une ville, terrain de jeu comme la nôtre. Voilà. Donc un peu à la croisée de ces chemins-là. Et là, effectivement, c'est vrai que, puisque la thématique de la table ronde, c'est l'institutionnalisation, c'est là qu'on voit que la ville est aussi attendue dans cet environnement-là pour aider ou être présente ou faciliter un certain nombre de possibilités, que ce soit sur des événementiels, mais aussi sur le temps long, que ce soit, tout à l'heure on en a un petit peu parlé, mais sur de la médiation, sur de la transparence, parfois, parce que ça peut être l'une des questions qui peut être posée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un peu sur le cahier des charges, dont on ne parle pas nécessairement, et je pense qu'il faut réussir à mieux le partager. Donc la ville, finalement, devient un partenaire pour institutionnaliser, certes, mais pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Partager juste des réflexions. Là, donc, ce que vous nous dites, c'est aussi comment vous, en tant qu'élu, vous accompagnez quelque chose qui est déjà ancré dans la ville, et donc ça institutionnalise, mais dans une suite logique, en tout cas à travailler avec les acteurs, quoi. Ok, merci à tous, merci pour vos interventions.